Le téléphone me glissa des mains tremblantes, s'écrasant sur le carrelage de la cuisine avec un bruit sec et claquant, comme un coup de feu dans le silence de notre foyer suburbain. Sur l'écran, encore illuminé d'accusations, une photo allait se graver à jamais dans ma mémoire, ma femme, Elena, les jambes enlacées autour d'un homme qui n'était pas moi, son visage tordu dans une expression de plaisir que je n'avais pas vue depuis des années. Mais ce n'était pas n'importe quel homme. C'était Rico Martinez, le mécanicien tatoué de Tony S Auto Shop en centre-ville. Le même type qui réparait notre Honda Civic depuis 3 mois. Le même type qu'Elena ne cessait de complimenter, louant son incroyable souci du détail et ses mains extraordinaires. Je restais là, planté au milieu de ma cuisine immaculée, vêtu de mon pantalon kaki repassé et de mon polo impeccable, l'archétype du comptable de banlieue, contemplant la preuve que ma femme depuis 12 ans se faisait bichonner le moteur par un type qui devait gagner plus en pourboire que moi en prime. La photo avait été envoyée par erreur à notre groupe de discussion familiale celui où figurait la mère d'Elena et ma fille adolescente, issue de mon premier mariage. Mon téléphone avait vibré, inondé de messages confus de l'une et de l'autre, me demandant ce que cette photo était censée signifier. Le message suivant d'Elena était arrivé quelques secondes plus tard. Oh mon Dieu, mauvaise conversation. C'était censé être pour mon prof de yoga, à propos d'une nouvelle posture. Posture de yoga. Bien sûr. D'une main tremblante, j'attrapai le téléphone et fis défiler les derniers messages d'Elena. Mon estomac se serra davantage à chaque fil de conversation que j'ouvrais. Il y avait des dizaines de photos, des messages à vous donner la chair de poule, et des horodatages qui correspondaient exactement à ces réunions du club de lecture et à ces soirées entre filles. Le pire ? Elles documentaient tout. Des captures d'écran de leurs conversations, des vidéos de leurs rencontres, des photos qui semblaient provenir de week-ends dont j'ignorais tout. On aurait dit qu'elle s'était construit un hôtel à son infidélité, conservant des trophées de chaque instant où elle l'avait choisi à ma place. Mes mains tremblaient tandis que je lisais des mois de messages. Rico, j'ai hâte de remettre les mains sur toi. Elena, Daniel travaille tard encore ce soir. Viens à 20h. Rico, ton mari ne sait pas comment s'y prendre avec une femme comme toi. Elena, il est trop occupé avec ses tableurs pour remarquer ce qu'il se passe dans sa propre maison. Cette dernière phrase m'a frappé comme un coup de poing. Je vivais pour ces tableurs. Ils étaient prévisibles, contrôlables, sûrs. Contrairement au chaos dans lequel ma vie venait de basculer. Je m'assis lourdement à notre table de cuisine, la même table où Elena et moi avions partagé le petit déjeuner ce matin, où elle avait embrassé ma joue en me disant qu'elle m'aimait, où elle avait organisé notre dîner d'anniversaire de la semaine prochaine. La normalité de cette matinée avait désormais le goût d'une cruelle plaisanterie. Mon téléphone vibra à nouveau. Encore un message d'Elena. Daniel, tu peux m'appeler ? Il y a eu un malentendu. Un malentendu. Comme mettre du sel dans le café par erreur ou porter des chaussettes dépareillées. Pas comme se faire tripoter par un autre homme pendant que son mari fait des heures supplémentaires pour payer les vacances qu'elle a prévu de passer avec son amant. Je refis défiler les messages, me torturant avec des détails que j'aurais dû voir venir. Elena était différente ces derniers temps, plus sûre d'elle, plus rayonnante, plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. J'avais mis ça sur le compte de ses nouvelles séances de sport, de son club de lecture, de son appétit de vivre retrouvé. J'étais même fier de sa transformation, pensant que j'étais marié à une femme qui s'épanouissait enfin à 42 ans. L'ironie ne m'échappait pas, sa transformation n'avait rien à voir avec la découverte de soi et tout à voir avec la découverte de ce qui lui manquait dans notre mariage. Nouvelle vibration. Cette fois, c'était ma fille Jessica. Papa, maman panique. Elle dit que son téléphone a été piraté. Qu'est-ce qui se passe ? Je fixai le message, réalisant qu'en l'espace de 10 minutes, toute ma famille avait été exposée à mon humiliation. Ma fille de 16 ans, ma belle-mère, la sœur d'Elena qui était également dans le groupe de discussion, elles avaient toutes vu ce que j'avais été trop aveugle pour remarquer. La porte du garage gronda en s'ouvrant. Elena était rentrée. J'entendis la portière de sa voiture claquer, puis ses talons claquaient rapidement sur le béton. Elle fit irruption dans la cuisine, le visage rouge et paniqué, portant toujours la robe moulante qu'elle avait prétendu porter pour un déjeuner avec des membres potentiels du club de lecture. « Daniel, je peux tout expliquer, dit-elle, essoufflée. Ce n'est pas ce que tu crois. Je levai le téléphone, lui montrant l'écran. On dirait que tu as une liaison avec notre mécanicien depuis au moins 4 mois. On dirait que tu utilises notre maison, notre lit,
notre vie comme terrain de jeu personnel pendant que je travaille 60 heures par semaine pour tout payer. Elle resta figée dans l'encadrement de la porte, ses explications répétées mourant sur ses lèvres. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je voyais la vraie Elena Hoppa, la femme sûre d'elle, rayonnante qu'elle était devenue, mais quelqu'un de pris au piège, acculé et cherchant désespérément une issue. « Tu ne comprends pas, murmura-t-elle. Tu ne comprends pas ce que j'ai vécu. Alors, aide-moi à comprendre, dis-je, surpris par la fermeté de ma propre voix. Aide-moi à comprendre comment des photos explicites avec un autre homme peuvent m'éclairer sur notre mariage. » Elle s'avança vers moi, et je reculai instinctivement. La femme avec qui j'avais partagé mon lit pendant plus de 10 ans me semblait soudain une étrangère, quelqu'un dont je ne pouvais supporter le contact. On s'est éloigné, dit-elle, sa voix se faisant plus forte à mesure qu'elle retrouvait ses repères sur un terrain familier aux nos problèmes conjugaux. Tu travailles tout le temps, tu ne me parles jamais, tu ne me vois jamais. À quand remonte la dernière fois où tu m'as vraiment regardé, Daniel? Je t'ai regardé ce matin quand tu m'as dit que tu m'aimais, dis-je. Je t'ai regardé hier soir quand tu as dit que tu étais fatigué et que tu voulais te coucher tôt. Je te regarde tous les jours, Elena. La question est, à quand remonte la dernière fois que tu m'as regardé et que tu as vu quelqu'un qui valait la peine de lui être fidèle? Son visage se décomposa, et pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. C'est arrivé comme ça, murmura-t-elle. J'ai emmené la voiture au garage pour des réparations, et il était si attentionné. Il m'écoutait. Il m'a redonné envie de vivre. Tellement envie de vivre que tu as documenté chaque rencontre? Tellement envie de vivre que tu as envoyé les preuves dans notre groupe de discussion familiale? Je fis un geste vers le téléphone. Ce n'était pas juste une aventure, Elena. C'était une production. Tu as chorégraphié cette humiliation. Elle tressaillit comme si je l'avais giflée. C'était un accident. L'aventure était un accident? Les photos étaient un accident? Les vidéos étaient un accident? Ou est-ce seulement le fait de se faire prendre qui était un accident? Le silence s'étendit entre nous comme un gouffre. Dehors, j'entendais notre voisin tondre sa pelouse, le bruit normal d'un samedi après-midi normal dans un quartier normal où des maris normaux ne découvrent pas la trahison de leur femme par le biais d'un sextage accidentel. Je veux que tu partes, dis-je doucement. C'est ma maison aussi. La maison dans laquelle tu as fait entrer un autre homme? La maison où tu as trahi notre mariage? La maison où notre fille aurait pu vous surprendre? Ma voix montait malgré mes efforts pour rester calme. Tu as perdu tes droits sur cette maison le jour où tu as décidé que c'était ton hôtel particulier. Tu ne peux pas juste me mettre dehors. Nous devons en parler. Nous avons besoin d'une thérapie de couple, nous devons surmonter ça ensemble. Je ris, et le son nous surprit tous les deux. Ce n'était pas amer ou colérique, c'était le rire de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il vivait dans une réalité complètement différente de celle de tout le monde. Ensemble, répétais-je. Elena, tu surmontes nos problèmes conjugaux avec Rico depuis des mois. Tu as avec lui les conversations que tu aurais dû avoir avec moi. Tu partages avec lui l'intimité qui appartenait à notre mariage. Il n'y a plus de l'ensemble, point. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un SMS d'un numéro inconnu. Mec, ta femme a oublié ses boucles d'oreilles dans mon camion. Quand est-ce qu'elle peut les récupérer? Rico. Je montrai l'écran à Elena. Son visage devint blanc. Il ne sait pas, murmura-t-elle. Il ne sait pas quoi? Que tu es marié? Que tu as une famille? Que tu mens à tout le monde dans ta vie? Il ne sait pas que les photos ont été envoyées dans la mauvaise conversation. Il ne sait pas qu'on s'est fait prendre. Je la regardais fixement, cette femme que je pensais connaître, et réalisais que je regardais une parfaite étrangère. Non seulement elle menait une double vie, mais elle gérait de multiples tromperies à travers de multiples relations. Les compétences organisationnelles dont elle prétendait manquer pour gérer notre foyer avaient apparemment été réorientées vers la gestion de son aventure. Appelle-le, dis-je. Quoi? Appelle Rico. Dis-lui de venir. Dis-lui que tu veux qu'il rencontre ton mari. Elena recula vers la porte. Daniel, tu ne réfléchis pas clairement. Tu es en colère et blessé, et je comprends ça, mais... Je réfléchis plus clairement que je ne l'ai fait depuis des mois, l'interrompis-je. Pendant des mois, je me suis demandé pourquoi tu semblais si heureuse, si épanouie, si présente dans ta propre vie tout en semblant si distante de la mienne. Maintenant je sais.
Tu as vécu ta vraie vie avec lui et tu te contentais d'assurer le service minimum avec moi. Je sortis mon téléphone et commençai à taper une réponse au SMS de Rico. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Elena, la panique montant dans sa voix. Je dis à Rico que le mari d'Elena aimerait le rencontrer. Je l'invite à dîner. Tu voulais qu'on se comprenne mieux, non? Eh bien, voici notre chance. Tu ne peux pas. S'il te plaît, Daniel. Pense à Jessica. Pense à ce que cela fera à nos familles. Je pense à Jessica, dis-je, en appuyant sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis. Je me demande quel sera l'impact sur elle si elle découvre que sa belle-mère a menti à tout le monde. Je me demande ce que cela lui apprend sur le mariage, sur la confiance, sur ce que signifie être une personne de parole. La réponse de Rico est arrivée immédiatement, j'arrive. Elena s'est effondrée sur une chaise, la tête entre les mains. Ça va tout détruire. Tout était déjà détruit, ai-je dit. Je ne le savais juste pas encore. 20 minutes plus tard, j'ai entendu le grondement d'une moto dans l'allée. À travers la fenêtre, j'ai vu Rico Martinez enjamber une rutilante Harley-Davidson, sa veste de cuir craquant lorsqu'il a ôté son casque. Il était tout ce que je n'étais pas, grand, large d'épaules, avec ce genre d'assurance brute qui vient du travail manuel et d'une confiance inébranlable en sa place dans le monde. Elena s'était réfugiée dans le salon, arpentant la pièce comme un animal en cage. Je l'entendais passer des appels téléphoniques frénétiques, probablement pour avertir les gens de son entourage que son univers soigneusement construit était sur le point de s'effondrer. La sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Rico sur mon porche, tenant un petit écrin à bijoux et arborant une expression de légère confusion. De près, il était plus jeune que je ne l'avais imaginé, ou peut-être 35 ans contre les 42 d'Elena. Ses mains étaient propres malgré sa profession, son jean était repassé et son sourire était sincèrement amical. « Vous devez être Daniel » a-t-il dit en tendant la main. « Je suis Rico. Elena m'a beaucoup parlé de vous. » J'ai fixé sa main tendue un instant avant de la serrer. Sa poignée de main était ferme, calleuse, la poignée de main d'un homme qui construisait des choses au lieu de les analyser. « Je n'en doute pas, ai-je dit. Entrez. » Rico est entré dans notre vestibule, son regard parcourant la pièce avec l'appréciation de quelqu'un qui voyait une belle maison pour la première fois. Ses yeux se sont attardés sur les photos de famille qui bordaient le couloir où Elena et moi le jour de notre mariage, les photos de classe de Jessica, des instantanés de vacances d'une époque plus heureuse. « Bel endroit, a-t-il dit. Elena m'a mentionné que vous étiez comptable, mais elle ne m'a pas dit que vous vous en sortiez aussi bien. » Elena est apparue dans l'embrasure du salon, le visage pâle et les mains tremblantes. L'attitude de Rico a complètement changé quand il l'a vue, ses épaules se sont redressées, son sourire est devenu plus doux, plus intime. C'était comme voir quelqu'un se transformer en présence de la personne qu'il aimait. « Salut, beauté » a-t-il dit, se dirigeant vers elle avec la familiarité décontractée d'un homme qui avait passé des mois à apprendre à gérer ses humeurs. « Tu as oublié ça dans ma camionnette après le déjeuner. » Il a tendu l'écrin à bijoux, et j'ai immédiatement reconnu les boucles d'oreilles et les puces en diamant que j'avais offertes à Elena pour notre 10e anniversaire de mariage. Elle les portait pour retrouver son amant. « Rico, il faut qu'on parle, dit Elena, la voix à peine audible. « Bien sûr. » Il m'a regardé. « Ça vous embête si on utilise votre salon? Ça ne prendra pas longtemps. » La façon désinvolte dont il demandait la permission d'utiliser ma maison pour une conversation privée avec ma femme était d'une certaine manière plus insultante que la liaison elle-même. Cet homme couchait avec Elena depuis des mois, mais il observait toujours les règles élémentaires de la courtoisie d'un invité chez un autre homme. « En fait, ai-je dit, je pense que nous devons tous les trois parler. » Rico avait l'air confus. « Tous les trois. »« Asseyez-vous, Rico, ai-je dit en montrant le canapé. Il y a certaines choses qu'Elena a oublié de mentionner à propos de notre relation. » Elena m'a jeté un regard de panique pure, mais je ne me souciais plus de son confort. J'avais passé des mois à marcher sur des œufs autour de ses humeurs, essayant de comprendre pourquoi elle semblait si insatisfaite de notre vie commune. Maintenant, je connaissais la vérité, et si elle était mal à l'aise, eh bien, elle aurait dû y penser avant de décider d'utiliser notre mariage comme couverture pour sa véritable relation. Rico s'est assis sur notre canapé, le même canapé où Elena et moi regardions des films ensemble, où nous nous étions disputés au sujet de l'argent et du travail et à qui le tour de s'occuper des réunions parents-professeurs de Jessica. Il avait l'air détendu, confiant, comme un homme qui n'avait rien à cacher. « Elena, ai-je dit, pourquoi ne racontes-tu pas à Rico notre conversation de ce matin? »
Nos projets pour le dîner d'anniversaire de la semaine prochaine? Elle s'est figée. Rico a oscillé du regard entre nous, et j'ai pu voir les rouages tourner dans sa tête. C'était un homme intelligent. On ne bâtit pas une entreprise de réparation automobile prospère sans être capable de lire les gens et les situations. Dîner d'anniversaire, a-t-il répété lentement. Notre 12e anniversaire de mariage, ai-je dit. Elena et moi sommes mariés depuis 12 ans. Nous avons une fille ensemble enfin, ma fille issue de mon premier mariage, mais Elena est sa belle-mère depuis qu'elle a 4 ans. Jessica a 16 ans maintenant. Une gamine formidable. Une élève brillante. La star de l'équipe de volley-ball de l'école. Le visage de Rico changeait à mesure que les implications devenaient claires. La confiance naturelle s'évanouissait, remplacée par quelque chose qui ressemblait à une pénible prise de conscience. Marié, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Très marié, ai-je confirmé. Vivre ensemble, partager un lit, partager une vie. Enfin, c'est ce que je croyais. Apparemment, Elena partageait pas mal de choses avec toi aussi. Rico se tourna vers Elena, et pour la première fois depuis son arrivée, son expression n'était ni douce ni amoureuse. Elle était dure, presque menaçante. Tu m'as dit que tu étais divorcé, dit-il calmement. Les mains d'Elena tremblaient maintenant. C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué, l'interrompit Rico. Soit tu es marié, soit tu ne le es pas. Soit tu m'as menti, soit tu ne l'as pas fait. Je me suis retrouvé dans la position surréaliste d'être d'accord avec l'amant de ma femme. Elle nous a menti à tous les deux, Rico. La question est de savoir ce qu'on va faire. Rico se leva brusquement, se mit à arpenter la pièce jusqu'à la fenêtre et fixa notre rue de banlieue impeccablement entretenue. Ses mains étaient serrées en poing, et j'ai réalisé que malgré sa taille et sa force physique évidente, il avait l'air plus blessé que furieux. 4 mois, dit-il, toujours face à la fenêtre. 4 mois à m'entendre dire à quel point tu étais seul, à quel point tu étais prête à recommencer, à quel point tu cherchais quelque chose d'authentique. C'était authentique, dit Elena désespérément. Ce que nous avons est authentique. Ça. Elle fit un geste autour de la pièce, ce n'est qu'une obligation. C'est juste une routine. C'est ma vie, dis-je. C'est la vie que tu as promis de partager avec moi quand tu m'as épousé. C'est la vie que tu étais censé construire avec moi au lieu de la détruire avec lui. Rico se retourna vers nous, et je pouvais voir qu'il luttait pour se maîtriser. Tu as fait de moi l'autre homme, dit-il à Elena. Tu as fait de moi un briseur de ménage. Tu as fait de moi quelqu'un qui détruit les familles. Tu ne savais pas, dis-je, et je le pensais. Elle t'a menti à toi aussi. Mais j'aurais dû le savoir, dit Rico. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû me demander pourquoi nous nous rencontrions toujours chez moi ou dans des hôtels. J'aurais dû me demander pourquoi tu ne m'as jamais invité chez toi. Il regarda de nouveau notre salon. Parce que c'est chez toi ici. C'est ça, ta vraie vie. Elena pleurait maintenant, mais ce n'étaient pas les larmes de quelqu'un qui regrettait ce qu'elle avait fait. C'étaient les larmes de quelqu'un qui regrettait d'avoir été prise. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça, sanglota-t-elle. Je n'ai jamais voulu que personne soit blessé. Mais tu voulais que ça arrive, dis-je. Tu as fait ce choix. Chaque jour pendant 4 mois, tu t'es réveillé et tu as choisi de nous mentir à tous les deux. Tu as choisi de construire une relation avec Rico sur la base de la tromperie. Tu as choisi de rester marié avec moi tout en lui donnant ce qui aurait dû être à lui. Rico se rassit, mais cette fois il garda ses distances avec Elena. Quel était le plan, lui demanda-t-il. Allais-tu me dire la vérité un jour? Allais-tu le quitter un jour? Elena regarda alternativement entre nous deux, piégée par ses propres mensonges. Je ne savais pas, murmura-t-elle. Je ne savais pas ce que je voulais. Tu savais ce que tu voulais, dis-je. Tu voulais les deux. Tu voulais la sécurité et la respectabilité d'être marié avec moi, et tu voulais l'excitation et la passion d'être avec Rico. Tu voulais le beurre et l'argent du beurre. Ce n'est pas juste. Juste? Je me suis levé, et Elena et Rico m'ont regardé avec surprise. Je n'avais jamais été le genre d'homme à élever la voix ou à prendre le contrôle d'une pièce, mais quelque chose avait changé en moi au cours de la dernière heure. Tu veux parler de ce qui est juste? Est-ce juste que Rico soit tombé amoureux d'une femme qui n'existe pas? Est-ce juste que je travaille 60 heures par semaine pour subvenir aux besoins d'une femme qui utilise notre maison comme son bordel personnel? Est-ce juste que notre fille ait pu vous surprendre tous les deux?
Le visage d'Elena devint blanc. Jessica ne sait rien de tout ça. Jessica sait que sa belle-mère agit différemment depuis des mois. Jessica sait que tu es parti plus de soirs que tu n'as été à la maison. Jessica sait que tu as été plus heureuse et plus énergique que tu ne l'as été depuis des années. Je fis une pause. Et maintenant Jessica sait que tu as accidentellement envoyé des photos pornographiques à la discussion de groupe familial. Rico releva brusquement la tête. Quoi? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la photo qui avait déclenché toute cette confrontation. Rico fixa l'image de lui et d'Elena, son visage traversé par l'embarras, la colère et quelque chose qui ressemblait à du chagrin. Tu as envoyé ça à ta famille, demanda-t-il à Elena. C'était un accident, murmura-t-elle. Un accident, répéta Rico. Comme toute notre relation? La pièce devint silencieuse, à l'exception du bruit des pleurs d'Elena. J'ai regardé ces deux personnes qui avaient involontairement collaboré à la destruction de mon mariage, et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de la pitié. Pas pour Elena, qui avait orchestré tout ce bazar, mais pour Rico, qui avait été autant victime de sa tromperie que moi. Et maintenant, demanda Rico, en me regardant moi au lieu d'Elena. C'était une question légitime. Dans les films, c'était le moment où le mari donnait des coups de poing ou mettait sa femme à la porte ou pardonnait dramatiquement à tout le monde et essayait de reconstruire. Mais la vraie vie ne vient pas avec un scénario, et j'avançais à l'aveugle. Maintenant, tu connais la vérité, dis-je. Maintenant, tu peux décider ce que tu vas en faire. Rico hocha lentement la tête. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je regardais Elena, toujours en pleurs sur notre canapé, portant encore la robe qu'elle avait mise pour rencontrer son amant, essayant toujours de trouver comment manipuler la situation à son avantage. Je vais protéger ma fille, dis-je. Je vais protéger ce qu'il reste de ma dignité. Et je vais trouver comment reconstruire ma vie sans quelqu'un qui a passé les 4 derniers mois à prouver que tout ce que je croyais savoir sur l'amour, le mariage et l'engagement étaient faux. Rico se releva, sortant ses clés de sa poche. Il faut que j'y aille. Rico, attends, dit Elena, sautant du canapé. On peut arranger ça. On peut trouver une solution ensemble. Il la regarda avec une expression qui pouvait être de l'amour, ou du dégoût. Il n'y a pas de l'ensemble, Elena. Il n'y en a jamais eu. Tu t'en es assuré. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta et se retourna vers moi. Si ça peut te consoler, je suis désolé. Je n'aurais jamais, si j'avais su qu'elle était mariée, je ne l'aurais jamais touchée. Je sais, dis-je, et je le pensais. Après le départ de Rico, Elena et moi sommes restés debout dans notre salon, à écouter le bruit de sa moto s'éloigner dans notre rue. Le silence entre nous était différent maintenant, pas le silence confortable d'un long mariage, mais le vide abyssal d'une relation qui était morte sans que l'un de nous ne s'en aperçoive. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Demanda Elena. Je regardais la femme à qui j'avais promis d'aimer, d'honorer et de chérir, et je réalisais que la personne à qui j'avais fait ces promesses n'existait plus. Peut-être n'avait-elle jamais existé. Maintenant, on va trouver comment mettre fin à ce mariage avec le plus de dignité possible, dis-je. Maintenant, on va trouver comment protéger Jessica du pire. Maintenant, on va trouver comment diviser 12 années de vie commune le plus équitablement possible. Tu ne vas même pas essayer de sauver notre mariage? Je me retournai pour la regarder en face. Elena, tu as passé 4 mois à construire une vie avec un autre homme. Tu as documenté chaque rencontre, chaque conversation, chaque moment d'intimité qui aurait dû appartenir à notre mariage. Tu as utilisé notre maison, notre lit, notre vie comme accessoire dans ta liaison. Tu as humilié notre famille devant des gens que nous devons voir lors des événements scolaires et des manifestations locales pendant des années. Je fis une pause. Qu'est-ce que tu crois qu'il reste à sauver, exactement? Elle n'avait pas de réponse à cela. Le lendemain matin, je me suis réveillé seul dans notre lit king size pour la première fois depuis 12 ans. Elena avait passé la nuit chez sa sœur, prétextant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. J'avais passé la nuit à fixer le plafond, oscillant entre rage et soulagement, entre chagrin d'amour et quelque chose qui ressemblait étrangement à de la liberté. Jessica était chez sa mère pour le week-end, mon ex-femme et moi avions maintenu une relation de coparentalité civilisée qui semblait maintenant incroyablement mature comparée au désastre auquel je faisais face. J'avais 2 jours pour trouver comment expliquer à ma fille que sa belle-mère avait mené une double vie, et que la stabilité familiale qu'elle avait connue pendant la plus grande partie de son enfance était sur le point de disparaître.
Mon téléphone n'avait cessé de vibrer toute la nuit avec des messages de membres de ma famille, d'amis et de personnes que je connaissais à peine qui avaient d'une manière ou d'une autre entendu parler de la bévue photographique d'Elena. Les nouvelles vont vite dans notre banlieue, surtout les nouvelles aussi scandaleuses. J'avais éteint le téléphone vers minuit, mais je savais que je ne pouvais pas me cacher éternellement. Dimanche matin, je me suis forcé à m'habiller et à aller à l'épicerie. J'avais besoin de café, et j'avais besoin de commencer à pratiquer l'art de paraître en public en tant qu'homme dont la femme l'avait publiquement humilié. L'épicerie le dimanche matin était généralement pleine de familles faisant leurs courses hebdomadaires ensemble, de couples discutant des mérites de différentes céréales pour le petit déjeuner, de parents gérant des enfants grenons dans des chariots. Aujourd'hui, c'était comme passer un chemin de croix. Je les ai vus dès que je suis entré au les Henderson du bout de la rue, faisant semblant d'étudier une présentation de pommes tout en discutant évidemment de quelque chose à voix basse et urgente. Quand ils m'ont vu, ils ont tous les deux rapidement détourné le regard, mais pas avant que j'aie aperçu le mélange de pitié et de curiosité dans leurs expressions. Dans le rayon du café, j'ai croisé Margaret Collins, la présidente de notre association de propriétaires et la coordinatrice officieuse des commérages du quartier. Daniel, dit-elle, sa voix dégoulinant du genre de sympathie généralement réservée au diagnostic de maladie terminale. Comment ça va? Ça va, Margaret, dis-je, attrapant un paquet de grains de café. Je veux juste que tu saches que nous pensons tous à toi pendant cette période difficile, continua-t-elle. Ces choses-là arrivent, bien sûr, mais c'est toujours si choquant quand ça arrive à des gens qu'on connaît. Ces choses-là arrivent. Comme si l'adultère était un simple accrochage de voiture ou un feu de cuisine, un de ces malheureux événements qui viennent parfois perturber la tranquillité pavillonnaire. J'apprécie votre sollicitude, dis-je en me dirigeant vers la caisse. Et Elena, m'interpelle Margaret. Comment prend-elle tout cela? Je me retourne vers elle. Cela faisait 20 ans que Margaret Collins habitait dans notre rue, elle était venue aux anniversaires de Jessica, avait été invitée à nos fêtes d'anniversaire de mariage, nous avait emprunté notre tondeuse à gazon et nous avait apporté des gratins quand j'avais été opéré de l'appendicite. Elle s'enquérait du bien-être d'Elena avec le même ton qu'elle aurait employé pour demander des nouvelles de quelqu'un qui se remet d'une opération. Elena va bien, dis-je. Elle est chez sa sœur en attendant qu'on mette les choses au clair. Ah, c'est bien, dit Margaret en hochant la tête avec conviction. C'est tellement important d'avoir le soutien de sa famille pendant une mauvaise passe conjugale. Une mauvaise passe conjugale. Comme si la liaison d'Elena, étalée sur 4 mois et photographiée à l'appui, équivalait à une querelle sur la température du thermostat. Je paye mes courses et m'échappe vers ma voiture, mais je ne peux pas échapper à la réalité, voilà à quoi ressemblait ma vie désormais. Je n'étais plus simplement Daniel Mitchell, comptable, père de famille et propriétaire d'une maison de banlieue. J'étais Daniel Mitchell, l'homme dont la femme avait accidentellement envoyé des photos explicites à la conversation de groupe de la famille. J'allais devenir un exemple à ne pas suivre, un début de conversation, une source de divertissement pour le voisinage pendant des mois. De retour à la maison, je finis par rallumer mon téléphone et commence à passer en revue les messages. Jessica avait envoyé plusieurs textos, demandant si tout allait bien et quand Elena rentrerait à la maison. Mon ex-femme avait envoyé un message diplomatique proposant son aide et demandant s'il y avait quelque chose que Jessica devait savoir. La mère d'Elena avait laissé 3 messages vocaux que j'ai supprimés sans les écouter. Ma propre mère avait envoyé un texto qui disait simplement « Appelle-moi quand tu seras prêt à en parler ». Mais le message qui m'a glacé le sang était celui de Rico. Je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé hier. On peut se voir? Elena m'a dit des choses que tu devrais probablement savoir. Rico. Je fixe le message pendant un long moment. La chose la plus intelligente à faire serait de le supprimer, de couper tous les ponts avec l'homme qui avait involontairement contribué à détruire mon mariage. Mais Rico avait été autant victime de la tromperie d'Elena que moi, et s'il avait des informations qui pouvaient m'aider à comprendre ce qui s'était réellement passé dans ma propre vie, je devais l'écouter. Je réponds par texto, café de la Grand-Rue. 14 heures. À 14 heures précises, j'entre au Murphy's Coffee Shop et trouve Rico assis dans une banquette d'angle, l'air de n'avoir pas mieux dormi que moi. Il avait troqué son blouson de cuir contre une simple chemise boutonnée, et sans l'équipement de motard, il avait l'air plus jeune et plus vulnérable. Merci d'être venu, dit-il en me voyant m'asseoir en face de lui. Merci de m'avoir contacté. Nous commandons un café à une serveuse qui nous reconnaît manifestement. Le Murphy's était le genre d'endroit où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, et notre conversation dans la banquette allait être analysée et commentée pendant des semaines. J'ai repensé à tout ce qu'Elena m'a dit,
dit Rico une fois que la serveuse est partie. À toi, à ton mariage, aux raisons pour lesquelles elle était si malheureuse. Je pense que tu mérites de savoir ce qu'elle disait. Je me prépare au choc. D'accord. Elle m'a dit que tu étais émotionnellement indisponible. Elle a dit que tu travaillais tout le temps et que tu ne lui parlais jamais de rien d'autre que des horaires et des factures. Elle a dit que vous n'aviez pas eu de relations intimes depuis plus d'1 an. Chaque révélation était comme un coup physique, pas parce qu'elles étaient totalement fausses, mais parce que c'étaient des vérités partielles tordues pour justifier une trahison. Elle a dit que tu la traitais comme une femme de ménage au lieu d'une épouse, poursuit Rico. Elle a dit que tu ne la complimentais jamais, que tu ne remarquais jamais quand elle s'habillait, que tu ne lui donnais jamais l'impression d'être désiré ou apprécié. Et tu l'as cru? Rico a l'air mal à l'aise. J'avais envie de la croire. Elle était belle, amusante et semblait si seule. J'imagine que je voulais être le type qui pourrait la rendre heureuse. Quoi d'autre t'a-t-elle dit? Elle a dit que vous parliez de divorce. Elle a dit que vous étiez tous les deux d'accord pour dire que le mariage était terminé, mais que vous restiez ensemble jusqu'à ce que Jessica obtienne son diplôme de fin d'études secondaires. Je me suis adossé à la banquette, abasourdi. Nous n'avons jamais eu cette conversation. Nous n'avons jamais parlé de divorce. Je n'avais aucune idée qu'elle était malheureuse jusqu'à hier. Rico hoche la tête d'un air sombre. Je l'ai compris quand j'ai vu ta tête hier. Tu n'avais pas l'air d'un homme qui était prêt à mettre fin à son mariage. Tu avais l'air d'un homme qui avait été pris au dépourvu. Autre chose? Rico hésite. Elle m'a dit que tu avais eu une liaison il y a 2 ans. Elle a dit que c'est à ce moment-là qu'elle avait cessé de te faire confiance, et que c'est pourquoi elle se sentait justifiée d'avoir sa propre relation. Je n'ai jamais eu de liaison, dis-je calmement. Je n'ai jamais même été tenté. Elena était la seule femme que je voulais. Elle était très convaincante, dit Rico. Elle avait des détails. Elle a dit que vous aviez eu une liaison avec une femme de votre bureau, que vous étiez partis ensemble en voyage d'affaires, qu'elle avait trouvé des notes d'hôtel et des SMS suspects. J'ai essayé de me souvenir de ce à quoi Elena pouvait faire référence, et puis ça m'a frappé. Il y a 2 ans, je suis parti en plusieurs voyages d'affaires avec une collègue. Nous travaillions sur un audit majeur pour un client à Chicago. Mais c'était purement professionnel. Nous avions des chambres séparées, des vols séparés, tout était séparé. Elena était au courant de ces voyages? Bien sûr. Je lui avais tout dit. Je l'ai même invitée à venir avec moi sur l'un d'eux, pour en faire une escapade de week-end, mais elle a dit que Chicago ne l'intéressait pas. Rico est resté silencieux un instant. Elle a transformé vos voyages d'affaires en preuve d'une liaison, puis a utilisé cette preuve fabriquée de toutes pièces pour justifier sa propre liaison. Apparemment, oui. Nous sommes restés assis en silence, 2 hommes manipulés par la même femme pour des raisons différentes. Rico avait eu une version d'Elena isolée et lésée, prête pour une nouvelle relation avec un homme qui saurait l'apprécier. Je vivais avec une version d'Elena qui semblait globalement satisfaite de notre vie, parfois d'humeur changeante, mais rien qui ne suggérait une profonde insatisfaction ou des pensées d'infidélité. Il y a autre chose, dit Rico. Quelque chose que je ne devrais probablement pas te dire, mais je pense que tu dois le savoir. J'ai attendu. Elle prévoyait de te quitter, dit-il. Pas tout de suite, mais après le bac de Jessica. Elle a dit qu'elle allait réclamer la moitié de tout à la maison, tes comptes de retraite, tout. Elle a dit que tu lui devais bien ça après ce que tu lui avais fait subir. Ce que je lui avais fait subir. Ouais. Elle avait tout prévu. Elle allait entamer la procédure de divorce le printemps prochain, juste après que Jessica ait eu 18 ans. Elle a dit que d'ici là, nous serions ensemble depuis presque 1 an, et qu'il serait plus facile d'expliquer notre relation aux gens. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Elle se servait de toi pour planifier sa stratégie de sortie. Peut-être. Ou peut-être qu'elle croyait vraiment m'aimer. Je ne sais plus. Rico passa ses mains dans ses cheveux. Je pensais tomber amoureux d'elle. Je pensais que nous construisions quelque chose de réel ensemble. Ce que nous construisions l'un et l'autre était basé sur des mensonges. Ouais. Rico me regarda à travers la table. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Me protéger, dis-je. Et protéger Jessica. Elena m'a montré qui elle est vraiment, et je dois la croire. Rico acquiesça. Pour ce que ça vaut, je ne la reverrai plus. Je ne peux pas. Chaque fois que je la regarde maintenant,
je vois quelqu'un qui m'a transformé en menteur sans que je le sache. Tu n'étais pas un menteur, Rico. On t'a menti. Le résultat est le même, ceci dit. Nous avons terminé notre café dans un silence relatif, deux victimes de la tromperie de longue haleine d'Elena essayant de comprendre comment reconstruire nos vies. Quand nous nous sommes levés pour partir, Rico m'a serré la main à nouveau. Bonne chance, dit-il. À toi aussi. Je l'ai regardé marcher vers sa moto, cet homme qui, sans le savoir, avait été le complice de ma femme dans la destruction de mon mariage. Il n'était pas le méchant de cette histoire, nous étions tous les deux juste des personnages secondaires dans le drame d'Elena, des accessoires dans sa justification élaborée pour réécrire sa vie. Ce soir-là, j'ai appelé un avocat. Le cabinet d'avocats de Patricia Webb n'avait rien à voir avec les mises en scène dramatiques des salles d'audience que j'avais vues dans les films. C'était une suite modeste dans un centre commercial, avec de la moquette beige et des affiches de motivation sur la justice et la persévérance. Patricia elle-même était une femme pragmatique d'une cinquantaine d'années qui s'était occupée de mon premier divorce 8 ans plus tôt, à l'époque où ma vie s'était effondrée pour la dernière fois. Daniel, dit-elle, en me serrant la main et en me désignant une chaise en face de son bureau. Je dois dire, je ne m'attendais pas à vous revoir ici. Vous et Elena sembliez très heureux lorsque vous êtes venus faire mettre à jour votre testament il y a quelques années. Nous étions heureux, dis-je. Du moins, je le pensais. Il s'avère qu'Elena était juste une très bonne actrice. J'ai tout raconté à Patricia, la photo accidentelle, les mois de preuves que j'avais trouvés sur le téléphone d'Elena, ma conversation avec Rico, les mensonges élaborés d'Elena et sa planification à long terme. Patricia a pris des notes sans jugement, posant des questions pratiques sur les actifs, les échéances et la garde de Jessica. La bonne nouvelle, dit Patricia quand j'eus terminé, est que vous êtes dans une position très forte sur le plan juridique. L'infidélité documentée d'Elena, combinée à son projet apparent de vous escroquer des biens matrimoniaux sur la base de fausses accusations, signifie que le tribunal sera probablement très favorable à votre position. Qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? Cela signifie que vous pouvez probablement garder la maison, garder la plupart de vos comptes de retraite et éviter de payer une pension alimentaire. Cela signifie également que si Elena essaie de rendre la situation litigieuse, nous avons beaucoup de munitions pour la faire changer d'avis. J'aurais dû me sentir soulagé, mais je me sentais surtout fatigué. Et Jessica? Jessica a pratiquement 17 ans, n'est-ce pas? Dans cet état, les enfants de son âge ont une influence significative sur les décisions concernant la garde. De plus, Jessica n'est pas l'enfant biologique d'Elena, donc Elena n'a pas le même statut juridique qu'un parent biologique. Elena est la belle-mère de Jessica depuis 12 ans. C'est la seule mère dont Jessica se souvienne vraiment. Patricia acquiesça avec compassion. Ça va être la partie la plus difficile de tout ce processus. Jessica est assez grande pour comprendre ce qui s'est passé, mais ça ne veut pas dire qu'elle est émotionnellement outillée pour y faire face. Il faut que je lui dise avant qu'elle ne la prenne par quelqu'un d'autre. D'accord. Et Daniel? Sois honnête, mais adapte ton discours à son âge. Ne fais pas d'Elena la méchante de l'histoire de Jessica, même si elle l'est dans la tienne. Je suis rentré chez moi en voiture, les paroles de Patricia résonnant dans ma tête. Jessica serait de retour de chez sa mère dans quelques heures, et je n'avais toujours aucune idée de comment lui expliquer que la famille qu'elle connaissait depuis la plus grande partie de sa vie était sur le point de disparaître. La voiture d'Elena était dans l'allée quand je me suis garé. Je l'ai trouvée dans la cuisine, en train de préparer ce qui ressemblait à un dîner élaboré ou le genre de repas qu'elle préparait lorsque nous étions jeunes mariés, quand elle se souciait encore de m'impressionner. « Il faut qu'on parle, dit-elle avant que je puisse ouvrir la bouche. J'ai beaucoup réfléchi. Moi aussi. J'ai vu un avocat aujourd'hui. Son visage s'est décomposé. Tu demandes le divorce? Elena, tu pensais que quoi allait se passer? Tu pensais qu'on allait faire une thérapie de couple et surmonter ton aventure de 4 mois? Tu pensais que j'allais pardonner et oublier que tu prévois de me quitter et de prendre la moitié de tout grâce à des mensonges selon lesquels j'aurais une liaison? Elle se figea. De quoi tu parles? Rico m'a parlé de vos conversations. De tes plans pour divorcer après le diplôme de Jessica. De comment tu lui as dit que je t'avais trompé en premier, et que c'est pour ça que tu te sentais justifié d'avoir ta propre relation. Elena s'effondra sur une chaise, et pour la première fois depuis que tout ce bazar a commencé, elle avait l'air vraiment vaincue. Il n'était pas censé te dire ça. Il n'était pas censé me dire beaucoup de choses. Mais Rico a plus d'intégrité dans son petit doigt que toi dans tout ton corps.
Ce n'est pas juste. Arrête. Je levai la main. Arrête de me dire ce qui est juste. Arrête d'essayer de gérer cette situation. Arrête d'essayer de contrôler le récit. C'est fini, Elena. Le mariage est fini, les mensonges sont finis, la manipulation est finie. Elle se remit à pleurer, mais cette fois, c'était différent. Ce n'étaient pas les larmes de quelqu'un qui regrettait d'avoir été pris la main dans le sac, c'étaient les larmes de quelqu'un qui faisait enfin face aux conséquences de ses choix. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, murmura-t-elle. Mais c'est allé aussi loin. Et maintenant, il faut qu'on trouve un moyen de nettoyer le bazar que tu as créé. La porte du garage s'ouvrit. Jessica était rentrée. Je l'entendis déposer son sac à dos près de la porte, l'entendis lancer son salut habituel, « Je suis rentré. » Où est tout le monde? Elena et moi nous sommes regardés de l'autre côté de notre table de cuisine cette femme qui avait partagé ma vie pendant 12 ans, qui m'avait aidé à élever ma fille, qui venait de détruire systématiquement tout ce que nous avions construit ensemble. Ensemble? Demandai-je doucement. Elle acquiesça. Ensemble. Jessica fit irruption dans la cuisine, pleine de l'énergie d'une adolescente qui avait passé le week-end avec des amis. Elle regarda alternativement Elena et moi, et son sourire s'évanouit. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. « Vous avez tous les deux une sale tête. » Je désignai les chaises autour de notre table de cuisine, cette même table où nous avions partagé des milliers de repas, où Jessica avait fait ses devoirs pendant qu'Elena et moi préparions le dîner, où nous avions célébré les anniversaires, les fêtes et les soirées ordinaires du mardi qui avaient eu l'air d'être le fondement d'une vie de famille solide. « Assieds-toi, ma chérie, dis-je. Il faut qu'on te parle de quelque chose. » Jessica s'assit lentement, ses yeux allant d'Elena à moi avec une inquiétude croissante. « Vous allez divorcer ?» La franchise de la question me prit au dépourvu. Les enfants savent toujours plus de choses qu'on ne le pense. « Pourquoi tu demandes ça ?» dit Elena. « Parce que vous agissez bizarrement depuis des mois, dit Jessica d'un ton pragmatique. Elena, tu n'es plus jamais à la maison, et quand tu y es, tu es toujours sur ton téléphone. Et papa, tu travailles encore plus que d'habitude, ce que je ne pensais pas possible. » Je regardais ma fille presque 17 ans, sur la liste d'honneur, athlète vedette, la personne dont la stabilité et le bonheur comptaient plus pour moi que les miens. Elle méritait la vérité, ou du moins autant qu'elle puisse en supporter. Elena a fait des choix qui ont endommagé notre mariage, dis-je prudemment. Nous allons divorcer. Quel genre de choix? Elena prit la parole. Jessica, parfois les adultes font des erreurs. Quel genre de choix? Répéta Jessica en me regardant droit dans les yeux. Je pris une profonde inspiration. Elena a une relation avec une autre personne depuis plusieurs mois. Le visage de Jessica a affiché une succession d'expressions, confusion, prise de conscience, colère et quelque chose qui ressemblait à de la déception. Tu veux dire qu'elle te trompait? Oui. Jessica s'est tournée vers Elena. Avec qui? Chérie, ce n'est pas important. C'est le mécanicien, n'est-ce pas, a dit Jessica. Rico de l'atelier auto. C'est pour ça que notre voiture est en panne depuis 3 mois, alors qu'elle marche très bien. Le visage d'Elena est devenu blême. Même Jessica avait compris ce que j'avais été trop naïf pour voir. Je ne suis pas idiote, a continué Jessica. Je t'ai vu envoyer des SMS à quelqu'un et sourire tout le temps. Je t'ai vu te faire belle pour aller faire des courses. Je t'ai entendu au téléphone tard le soir quand tu pensais que tout le monde dormait. Jessica. A commencé Elena. Est-ce que tu comptais nous le dire un jour, a demandé Jessica. Ou tu comptais juste continuer à mentir jusqu'à ce que tu décides que tu étais prête à faire exploser notre famille? La colère dans la voix de ma fille m'a surpris. Je m'attendais à des larmes, de la confusion, peut-être même à une tentative de médiation entre Elena et moi. Je ne m'attendais pas à cette fureur froide et mature. C'est compliqué, a dit Elena d'une voix faible. Ce n'est pas compliqué, a dit Jessica, reprenant les mots de Rico prononcés 2 jours plus tôt. Tu as trompé papa. Tu nous as tous menti. Tu as fait de notre famille une blague. Elle a marqué une pause. Et tu as envoyé une photo à grand-mère par accident, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'elle m'a appelé hier en posant des questions bizarres pour savoir si toi et papa aviez des problèmes. Elena a enfoui son visage dans ses mains. Jessica, ai-je dit, je sais que c'est beaucoup à encaisser. Je ne suis pas surprise, a dit Jessica, me coupant la parole. Je suis déçue,
mais je ne suis pas surprise. Elena est déconnectée de cette famille depuis des mois. Je pensais juste qu'elle traversait une crise de la quarantaine, pas qu'elle avait une liaison. La maturité dans la voix de Jessica m'a brisé le cœur. Elle n'aurait pas dû développer ce genre de sagesse cynique sur les relations adultes. Elle aurait dû pouvoir faire confiance aux adultes de sa vie pour tenir leurs promesses et honorer leurs engagements. Qu'est-ce qui se passe maintenant, a demandé Jessica. Maintenant, Elena et moi, on divorce, ai-je dit. Et on trouve comment avancer en tant que famille, toi et moi. Et les dossiers d'inscription à la fac? Et la remise des diplômes? Et tout ce qu'on avait prévu? Rien ne change pour toi, ai-je dit fermement. Ton fonds pour tes études est protégé, tes projets restent les mêmes, ta vie reste aussi stable que possible. Jessica a regardé Elena. Tu vas te battre avec papa pour de l'argent et des trucs? Elena releva le visage, et je pouvais voir qu'elle se demandait comment répondre. Je ne sais pas encore. Tu devrais probablement pas, dit Jessica. Puisque c'est toi qui as trompé, menti et tout gâché, te battre avec papa pour son argent serait vraiment dégueulasse. La franchise du moral adolescente était dévastatrice dans sa simplicité. Je crois que je vais aller passer quelques jours chez maman, a dit Jessica en se levant de la table. J'ai besoin de réfléchir à tout ça, et je n'ai pas vraiment envie d'être avec Elena pour le moment. Jessica, s'il te plaît. A dit Elena. Non, a dit Jessica. Tu n'as pas le droit de me supplier. Tu n'as pas le droit de me demander de comprendre ou de pardonner ou de te donner une autre chance. Tu n'es pas ma vraie mère, et après ce que tu as fait à mon père, tu ne vas plus être ma belle-mère bien longtemps non plus. Jessica a quitté la cuisine, et quelques minutes plus tard, je l'ai entendu faire ses valises à l'étage. Elena et moi, nous sommes restés assis en silence, à écouter notre fille ma fille se préparer à quitter la maison qui avait été son foyer pendant la plus grande partie de son enfance. Elle me déteste, a chuchoté Elena. Elle est en colère et blessée, ai-je dit. Elle finira par surmonter la colère, mais la blessure va durer longtemps. Ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses se passent. Comment voulais-tu que les choses se passent, Elena? Tu comptais divorcer de moi de toute façon, tu te souviens? Tu allais prendre la moitié de tout et commencer une nouvelle vie avec Rico. La seule différence, c'est que maintenant ça se passe selon mon calendrier au lieu du tien. Jessica est redescendue avec son sac de voyage. Elle m'a embrassé la joue et s'est dirigée vers la porte. Jessica, a appelé Elena. Je t'aime. C'était toujours vrai, même si tout le reste ne l'était pas. Jessica s'est arrêtée sur le pas de la cuisine. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas fait ça à notre famille. Après le départ de Jessica, Elena et moi sommes restés seuls dans la maison qui ne ressemblait plus à un foyer. Le silence entre nous était différent maintenant, pas le calme confortable d'un long mariage, ni même le vide creux d'une relation qui était morte, mais le silence pratique de deux personnes qui avaient besoin de trouver la logistique pour mettre fin à leur vie commune. Je vais déménager, a finalement dit Elena. Vous ne devriez pas avoir à partir, toi et Jessica. Merci. Et je ne me battrai pas sur les termes du divorce. Patricia Webb est une bonne avocate, demande-lui de rédiger tous les documents qu'elle juge équitables. Je regardais Elena une dernière fois, de l'autre côté de notre table de cuisine, en essayant de retrouver la moindre trace de la femme dont j'étais tombé amoureux 13 ans plus tôt. Mais cette femme n'avait soit jamais existé, soit disparu si graduellement que je ne m'étais jamais rendu compte de son absence. Pourquoi, Elena? Pourquoi ne m'as-tu pas simplement demandé le divorce si tu étais si malheureuse? Pourquoi tous ces mensonges, cette liaison, cette mise en scène élaborée? Elle resta silencieuse pendant un long moment. Parce que je ne voulais pas être la méchante, finit-elle par dire. Je voulais être la victime. Je voulais que tout le monde comprenne pourquoi j'avais dû partir, pourquoi j'avais dû trouver quelqu'un d'autre, pourquoi notre mariage n'avait pas fonctionné. Alors tu as créé une histoire où j'étais le coupable. J'ai créé une histoire où nous étions tous les deux victimes d'un mariage qui ne marchait pas. J'ai dit à Rico que tu étais émotionnellement indisponible et que tu avais trompé le premier. J'allais te dire que j'étais tombée amoureuse de quelqu'un d'autre et que j'avais besoin de me retrouver. J'allais dire à Jessica que parfois, les adultes s'éloignent simplement l'un de l'autre. Mais rien de tout cela n'était vrai. J'avais l'impression que c'était vrai, dit Elena. Quand j'étais avec Rico, quand je me sentais désirée et excitée et vivante à nouveau, j'avais l'impression qu'il était vrai que toi et moi nous étions éloignés, que notre mariage était mort, que je méritais d'être heureuse. Tu aurais pu être heureuse avec moi. Tu aurais pu me parler de tes sentiments d'être indésirée ou tenue pour acquise.
Tu aurais pu suggérer une thérapie de couple, ou des soirées en amoureux, ou n'importe laquelle des centaines de manières différentes de réparer notre mariage au lieu de le détruire. Je le sais maintenant. En es-tu sûr? Ou sais-tu simplement que tu t'es fait prendre? Elena n'avait pas de réponse à cela. Épilogue, 6 mois plus tard. Le divorce a été prononcé un mardi matin de mars. Elena et moi étions assis de part et d'autre de la salle de conférence de Patricia Webb pendant qu'elle relisait les termes de l'accord une dernière fois. Elena a récupéré sa voiture, ses effets personnels et suffisamment d'argent pour recommencer ailleurs. J'ai récupéré la maison, les comptes de retraite et la garde principale de Jessica pendant sa dernière année de lycée. Elena avait tenu parole et n'avait pas contesté les termes. Elle avait emménagé temporairement chez sa sœur, trouvé un emploi dans une agence de marketing en centre-ville et entamé ce qui ressemblait à une tentative honnête de reconstruire sa vie. Avec Rico, ils avaient essayé de faire fonctionner leur relation pendant quelques semaines après que la vérité ait éclaté, mais la base de mensonges avait rendu cela impossible. Si l'on en croit les commérages du quartier, Rico fréquentait quelqu'un d'autre ou une femme qui était effectivement divorcée et disponible. Jessica s'était adaptée au divorce mieux que je ne l'avais prévu. Elle passait la plupart de son temps avec moi, mais elle avait recommencé à parler à Elena des conversations brèves et polies sur des choses pratiques comme les événements scolaires et les demandes d'admission à l'université. La chaleur naturelle entre elles avait disparu, peut-être pour toujours, mais elles trouvaient un moyen de coexister. Des regrets? Demanda Patricia alors qu'Elena et moi signions les documents finaux. Je regardais Elena, qui semblait d'une certaine manière plus petite qu'elle ne l'avait été 6 mois auparavant. La confiance et la vitalité qui avaient marqué sa liaison avaient disparu, remplacées par quelque chose qui ressemblait à de la résignation. Aucun regret, dis-je. Elena hocha la tête. Aucun regret. Mais alors que nous sortions du bureau de Patricia pour la dernière fois en tant que mari et femme, j'ai réalisé que ce n'était pas tout à fait vrai. Je regrettais les années où j'avais tenu notre mariage pour acquis. Je regrettais de ne pas avoir remarqué qu'Elena était malheureuse avant qu'il ne soit trop tard pour y remédier honnêtement. Je regrettais que Jessica ait dû se faire une idée des relations adultes à travers le prisme douloureux de la trahison et du divorce. Mais je ne regrettais pas que ce soit terminé. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer librement. Ce soir-là, Jessica et moi sommes sortis dîner pour fêter la fin de la procédure de divorce. Nous sommes allés dans un nouveau restaurant du centre-ville, le genre d'endroit qu'Elena n'aurait jamais choisi parce qu'il était trop décontracté, trop bruyant, trop sans prétention. « Comment te sens-tu » demanda Jessica pendant que nous attendions notre plat. « Soulagé » dis-je. « Triste, mais soulagé. »« Bien. Tu as l'air plus heureux que tu ne l'as été depuis longtemps. »« Vraiment ? » ?»« Ouais. Tu es plus, présent, je suppose. Comme si tu étais vraiment là au lieu de penser au travail ou à Elena ou à ce qui te stressait tout le temps. » J'ai réalisé qu'elle avait raison. Pendant des mois, au cours de la liaison d'Elena, j'avais vécu dans un état constant d'anxiété à faible intensité sans comprendre pourquoi. Une partie de moi avait senti que quelque chose n'allait pas dans mon mariage, même si je ne pouvais pas identifier ce que c'était. Maintenant que l'incertitude était terminée, même si l'issue était douloureuse, je me sentais plus ancré que depuis longtemps. « Et toi » demandai-je. « Comment te sens-tu par rapport à tout ça ?» Jessica réfléchit sérieusement à la question. « Je suis triste que notre famille soit différente maintenant. Mais je ne suis pas triste qu'Elena soit partie. Est-ce que ça fait de moi une personne horrible? Non, ça fait de toi quelqu'un d'honnête. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où elle nous a menti. Toutes ces réunions de club de lecture et ces soirées entre filles et ces courses qui étaient en réalité juste elle allant voir Rico. Ça me fait me demander à propos de quoi d'autre elle a menti, tu vois. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Une fois qu'on découvre que quelqu'un vous a systématiquement trompé, tout le reste est remis en question. Elena a-t-elle vraiment été heureuse dans notre mariage? M'a-t-elle vraiment aimé, moi ou Jessica, ou était-ce une mise en scène élaborée? J'essaie de ne pas trop y penser, dis-je. J'essaie de me concentrer sur ce qui est réel maintenant au lieu de ce qui aurait pu être faux à l'époque. C'est probablement plus sain que ce que je fais, moi. Qu'est-ce que tu fais? Je n'arrête pas de dresser des listes dans ma tête de tous les signes que j'aurais dû remarquer. Tous les indices que quelque chose n'allait pas. Toutes les façons dont j'ai été stupide de ne pas m'en rendre compte plus tôt. J'ai tendu la main à travers la table et j'ai serré la main de Jessica. Tu n'as pas été stupide. Tu as fait confiance aux adultes dans ta vie pour être honnête avec toi.
c'est ce que les enfants sont censés faire. Je ne suis plus vraiment une enfant, maintenant. Non, c'est vrai. Mais tu n'aurais pas dû avoir à devenir une experte dans la détection de la tromperie des adultes. Ce n'est pas une compétence dont une jeune fille de 17 ans devrait avoir besoin. Nos plats sont arrivés, et nous avons mangé dans un silence confortable pendant un moment. C'était agréable de partager un repas avec quelqu'un qui ne cachait rien, qui ne composait pas mentalement des SMS à un amant secret, qui était réellement présente pour la conversation que nous avions. « Papa, dit Jessica alors que nous terminions le dessert, est-ce que tu vas recommencer à fréquenter ?» La question m'a pris au dépourvu. Je n'y ai pas pensé. Tu devrais. Quand tu seras prêt, je veux dire. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui a vraiment envie d'être avec toi. Et toi? Est-ce que tu serais d'accord si je sortais avec quelqu'un de nouveau? Jessica a souri. Tant qu'elle n'est pas mariée à quelqu'un d'autre, je pense que je peux gérer. Nous avons tous les deux ri, et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression qu'on allait peut-être vraiment s'en sortir. Plus tard dans la nuit, alors que je me préparais à me coucher dans ma maison vide, j'ai réalisé que Rico avait raison sur un point, Elena avait réparé plus que notre voiture. Elle avait réparé la malhonnêteté fondamentale qui avait rongé notre mariage sans que l'un ou l'autre de nous ne le reconnaisse. Elle avait corrigé mon hypothèse naïve selon laquelle l'amour et l'engagement suffisaient à maintenir une relation sans honnêteté ni communication. Elle avait corrigé ma tendance à prendre la stabilité pour acquise. La méthode avait été dévastatrice, mais le résultat était clair. Je savais qui j'étais maintenant, ce que je voulais, ce que je n'accepterais pas. Je savais que Jessica et moi étions assez forts pour construire un nouveau genre de famille ensemble. Je savais que j'étais capable de survivre à la pire trahison imaginable et d'en ressortir plus fort. Elena avait brisé notre mariage, mais ce faisant, elle m'avait aidé à découvrir que je n'étais pas aussi fragile que je le pensais. Je n'étais pas juste l'expert comptable de banlieue qui travaillait trop et prenait sa famille pour acquise. J'étais quelqu'un qui pouvait affronter la vérité, prendre des décisions difficiles et protéger les personnes que j'aimais le plus. 6 mois après le pire jour de mon mariage, j'étais enfin prêt à commencer le meilleur chapitre de ma vie. Le garagiste avait en effet réparé bien plus que la voiture. Il avait aidé à révéler les fissures dans mon mariage qui devaient être abordées non pas par la trahison et la tromperie, mais par une conversation honnête et des choix difficiles. Et parfois, le choix le plus honnête est de recommencer.